l'actualité est abondamment relayée ce matin dans les différents journaux. La météo de Dieudonné Mbanké est disponible en kiosque, c'est hebdomadaire, présente ici les nouveaux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Assemblée nationale, Théodore Datou, Aboubakari Abdoulaye pour le Sénat. Votre réaction après cette élection? Écoutez, je ne suis pas enthousiasmé. C'est un petit pas, un tout petit pas, mais dans la bonne direction quand même. Parce que on avait marre, hein, moi compris, beaucoup de Camerounais avec moi, oui, de voir les mêmes figures à ces postes-là depuis pratiquement des décennies. Ça finit par agacer beaucoup d'entre nous. Et le plus choquant, c'était qu'ils affichaient une santé assez chancelante. On aurait pu encore avoir des papas vigoureux que ça aurait eu moins d'impact sur le désaveu que le peuple camerounais avait déjà vis-à-vis de ces figures emblématiques de notre scène politique. Je dois dire que comme je me suis dit, voilà, il y a ces deux personnalités, même si le discours du président de la République, pour certains de mes partisans, n'était pas pris en compte dans ce cadre-là, parce que certains estimaient qu'au moins l'Assemblée ou le Sénat, on aurait pu y affecter une dame, que ça aurait eu un peu plus d'impact dans la suite, justement. Bon, au Sénat, la première vice-présidente est une dame. Oui, mais elle est première vice-présidente, elle n'est pas présidente. Donc, le discours du président, d'abord du 6 novembre, lors de la prestation de serment, du 31 décembre et même du 11 février, beaucoup de nos compatriotes attendaient qu'il y ait ces changements-là, mais qu'à la tête d'une des deux institutions, on est quand même une femme, à défaut d'avoir un jeune. Donc, c'est quand même un petit pas dans la bonne direction qui démontre que le président de la République a bien compris le message que le peuple camerounais a lancé le 12 octobre à travers son vote massif d'une politique que ce peuple-là a désavouée. Et nous pensons que peut-être le gouvernement sera encore plus parlant, parce que là, on est un peu sur notre fin. D'abord pour deux raisons. La première raison, c'est que les deux personnalités, bon, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les choses soient faites autrement, appartiennent au même parti politique. Et vous savez également que les Camerounais qui ont massivement voté ont puni ce parti politique-là. Donc, je voudrais dire qu'il ne faut pas que dans la logique justement de refondation de l'État, que les Camerounais ont choisi à travers un projet, mais qu'on le retrouve simplement des militants d'un parti politique qui lui a été sanctionné et désavoué. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'en réalité, on souhaite que le président de la République, au regard de ces résultats qui sont éloquents, là, les vrais résultats, qu'il puisse comprendre effectivement qu'on ne peut pas indéfiniment privilégier des gens qui échouent. Il faut un rassemblement. Il faut une logique de rassemblement. Il faut inclure les autres forces politiques dans la refondation du pays. Et ne pas procéder à des récompenses éternelles des gens de son seul parti. Il y a des partis politiques en face qui ont fait des merveilleux scores. Il y a des coalitions en face qui ont fait des merveilleux scores. Et qu'il faut associer et intégrer dans la logique justement de refondation de l'État qui est en cours. Donc nous attendons voir le gouvernement, nous attendons voir également les sociétés d'État et les PCA et autres pour voir la tendance. Est-ce que le président va continuer indéfiniment à récompenser seulement ses partisans du RDPC? Est-ce qu'il va véritablement prendre en compte justement les orientations qu'il a données à travers ces trois discours que j'ai cités précédemment et intégrer des jeunes et même des visages des autres partis politiques et même de la société civile? Et nous souhaitons également que la diaspora soit associée à cette nouvelle dynamique, inclusion, à ce rassemblement justement pour donner un nouveau visage à notre pays pour les prochaines années. Alors Cyril Tchamba, vous avez vécu cette journée d'hier, comme tous les Camerounais, du côté de l'Assemblée nationale, 34 ans après Kava Yégué Djibril cède son siège. Est-ce qu'on va dire que c'est un repos ou alors il est tout simplement dégommé par son stylo comme le disent certains journaux ce matin?
Non, je crois que peu importe la façon dont on va prendre l'événement, c'était devenu nécessaire quand on ne se cache plus de savoir que ces deux présidents de chambre étaient dans un état de santé qui n'était pas très facile, même si on trouve qu'à leur âge, ils ne sont pas plus mal. Donc il fallait quand même faire quelque chose. Mais je crois que si on peut en cela voir une avancée, on reste quand même dans quelque chose qui reste de la manipulation politique, dans la mesure où le changement n'est pas perceptible véritablement, parce que c'est les mêmes acteurs qui ont déjà participé au système, qui participent au système. Peut-être ce qui est de remarquable dedans, c'est de comprendre l'itinéraire individuel de chaque leader et de voir que c'est un repositionnement sur un certain nombre d'ancrages dans le système. Tournon Dacho, on connaît à peu près quel est son itinéraire politique, quels sont ses appuis dans le sérail. Pour le Sénat, on sait qu'il était difficile de faire autrement, et c'est plutôt la présence de la première vice-présidente qui nous indique aussi que cet ancrage, le même ancrage dans le système, dans le sérail, a certainement réussi à faire des manœuvres. Et derrière cela, on nous apprend ce matin qu'il y a une prorogation du mandat des députés qui va être proposée pour le 20 mars, pour le 20 décembre. Cela veut dire qu'on va encore passer une période de 9 mois sans élection avec ce nouveau président du Sénat. Mais pour moi, l'inquiétude vient sur le fait que j'ai l'impression que le pouvoir joue à gagner le maximum de temps pour ne pas se poser face à la réalité. Parce que l'élection présidentielle a donné une indication, le peuple veut le changement. Et le changement aurait pu s'opérer lors des élections locales, municipales et législatives. Mais quand on bloque cela, on trouve des artifices juridiques pour ne pas passer à ces élections, c'est parce que le pouvoir veut gagner du temps pour trouver les moyens d'atténuer la colère populaire qui aurait dû normalement se transformer en une force peut-être législative qui permettrait à l'opposition d'avoir une majorité pour pouvoir donc impulser les dynamiques de changement. Or, ici, on se rend compte qu'on est dans la manipulation politique pour ne surtout pas passer aux élections afin de continuer à gouverner le pays avec cette majorité pléthorique qui est en fait composée de responsables politiques qui ont été battus dans leur territoire d'ancrage. Parce que celui qui est aujourd'hui élu président du Sénat a perdu à l'Ouest. De l'Assemblée, l'Ouest a perdu, l'Ouest a voté pour Issa Chiroma sur les résultats qui sont connus. Donc l'extrême nord, ça a été maîtrisé, mais on sait que dans certaines zones, notamment la zone de Kavaï et Guédibril, il y a eu un raz-de-marée pour le candidat Issa Chiroma. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent et que les gens du système, ceux qui manipulent les choses, comprennent que on ne peut pas arriver à sauver ce navire si nous continuons à penser qu'on doit être au service exclusif d'une petite caste de personnes qui manipulent le pays. Il faut qu'on ouvre le jeu. La nécessité au Cameroun n'est plus des petites combines, mais c'est de regarder l'ensemble qui est en train de couler. Parce qu'entre-temps, quand on nous dit de faire de l'analyse politique sur des histoires de parlement, moi je demande que la répercussion sur le plan social, c'est quoi? Quand on change un président de l'Assemblée nationale, en réalité, ça n'a aucun impact sur la vie des Camerounais. Notamment que celui-là ne va rien impulser. Le problème, c'est de réussir à organiser des élections crédibles, équitables, qui permettent de faire émerger une force politique qui représente véritablement les terroirs. Et à partir de là, impulser des réflexions au sein du Parlement pour que le gouvernement soit accompagné vers vers un meilleur traitement des défis et des enjeux du pays. Mais nous restons toujours dans des manipulations et on veut que les Camerounais en parlent. Moi, je vous dis depuis hier, j'ai envie de rappeler aux gens que Alain Douk n'a pas d'électricité dans son quartier. Et le changement du président du Sénat ou du président de l'Assemblée ne change rien à ça. Par contre, si les députés étaient véritablement des représentants du peuple, cette question de la réalité de l'essai dans certaines zones du Cameroun serait posée sur la table et les responsables seraient appelés par des commissions d'enquête comme ça se fait dans d'autres pays pour venir s'expliquer. On ne peut pas comprendre que le Cameroun mette autant d'argent dans un secteur. On a des barrages qui ont été faits, l'argent a disparu, on n'a pas d'électricité et personne n'est interpellé véritablement. Il n'y a personne devant le tribunal criminel spécial pour justifier l'utilisation de cet argent et
Pourquoi on n'a pas ce truc? Donc pour moi, vous voyez, c'est pas des personnes. Je ne suis pas contre les personnes. C'est un problème structurel. Nous devons changer l'architecture, notre façon de gouverner ce pays pour apporter un mieux-être aux populations. Roger Kiek de Kiki, on parle de cette nouvelle ère qui s'ouvre non seulement à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Est-ce que ça va réellement impacter la vie des populations? Oui, c'est possible. Hein. Ma lecture elle va être différente. Vous savez, le Sénat et l'Assemblée nationale sont des institutions très importantes dans ce pays. Alors, elles étaient dirigées, ces institutions, par des personnalités âgés de plus de 90 ans et de plus de 80 ans. Et vous-même, il parlait tout à l'heure de l'état de santé de ces grands barons qui ont passé du temps. Kavaye Guédibril est parlementaire depuis au moins 40 ans, président de l'Assemblée nationale pendant 34 ans. Le président Nyat a été vice-premier ministre d'Aïdjo dans ce pays, chargé de l'énergie, éternellement directeur général de la SONEL, jeune ingénieur qu'il était à l'époque, sorti de France. On a passé du temps. C'est la fin d'une époque. Parce que moi, je regarde là. Théodore Dato qui arrive des hauts plateaux. Il a 65 ans. Aboubakari Abdoulaye, je l'ai connu à l'époque secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture. J'allais souvent dans son bureau. Il avait 37 ou 39 ans. Il était très jeune, fils de l'amido de Rey Bouba, avant de succéder à son père. Lui aussi, il est l'actuel amido du Rey Bouba. L'un des lamidas les plus influents d'Afrique. Lui aussi a 65 ans. Et moi, je vois donc là ce qu'on appelle un changement générationnel. Que vous le vouliez ou pas, les changements générationnels peuvent impacter les orientations politiques et les choix de développement. Il parlait tout à l'heure de l'électricité. Et j'avais envie de lui rappeler que celui qui a géré l'électricité s'appelle Nyat Difendi Marcel. Et que la plantation, depuis laquelle on tirait les poteaux en bois pour transporter l'énergie dans tout le pays, est sa propre plantation, dans son propre village. Par exemple, et que son fils, ingénieur formé plus tard, ingénieur polytechnicien, était l'un des représentants de Schlumberger au Cameroun pour fabriquer des compteurs électriques. Le changement générationnel peut donc modifier les choix de développement. Vous savez, un changement est un changement. Ceux-ci, à 65 ans, ne peuvent pas avoir les mêmes visions que ceux de 90 ans. Quand on part de 0 pour arriver à 2, il faut toujours considérer qu'on avance quand même. Moi, j'ai regardé hier soir, j'ai vu tout l'ouest du Cameroun accourir au domicile de Dato. J'ai vu les députés, j'ai vu Wantou Siantou Lucien, Luc Sinjoun, tout l'ouest était venu là-bas. Vous savez que l'une des plaintes ouvertes au sortir de la présidentielle de 2012, c'est qu'on a mis du feu à temps. On a même brûlé l'université. Les populations de l'Ouest avaient pensé que c'est un régime qui met l'Ouest à l'écart de la gestion du pays à travers les grandes institutions. On a mis le feu dans le septentrion aussi, n'est-ce pas? Alors, si deux personnes relativement jeunes et originaires de ces bastions-là arrivent à la tête des institutions importantes, c'est la preuve que ceux du système comprennent quand même aussi les desiderata. Le président de la République, le 10 février, au soir de la célébration de la fête de la jeunesse, a promis ce qu'il a appelé la réforme de l'État. La réforme de l'État, ce n'est pas simplement le renouvellement du gouvernement. La réforme de l'État peut se décliner dans les changements impulsés à la tête de ces institutions importantes. Il en reste encore le Conseil économique et social. Le Premier ministère. Vous évoquez la possibilité d'une modification constitutionnelle pour faire des... Je veux dire que nous regardons brique après brique parce que nous partons là de 90 ans vers 65 ans, c'est déjà bon. Et vous venez de l'observer, vous-même vous l'avez dit d'ailleurs, une dame est première vice-présidente du Sénat. Il y en a des dames vice-présidentes de l'Assemblée nationale. J'ai vu Armande Dinbel parmi ces dames-là. Regardons, au moins, ça essaie de bouger parce que c'est un jour nouveau qui se lève. On pensait que ce n'était plus faisable. Ça essaie de bouger et suivons ça
encourageons les gens du système à essayer de libérer un peu d'oxygène pour nous autres. On verra ce qui va se passer, on verra les personnalités qui vont atterrir à la tête des autres institutions, on verra la configuration prochaine du gouvernement. Le président a même dit qu'il y a les directeurs généraux des sociétés d'État, la magistrature, on attend un conseil national de la magistrature. Il y a beaucoup à faire, c'est un peu les travaux d'Hercule. D'accord. Il y a beaucoup à faire, mais disons déjà, apprécions déjà ce qui a commencé. Il faut un début à chaque chose. Merci Roger Kiek de Kiki pour cette analyse. Alain Douk, un opérateur économique à la tête de l'Assemblée nationale, un chef traditionnel à la tête du Sénat. Cette nouvelle dynamique, quel est votre regard? Non. Le problème pour moi, c'est pas les étiquettes. C'est-à-dire que les fonctions qu'on avait avant, auxquelles on a renoncé ou qu'on a pendant qu'on est parlementaire, pour moi, je vais juger sur la base de l'efficacité et de l'opportunité. Bien, des gens ont le triomphe plutôt facile en ce qui concerne un relatif écart d'âge entre ceux qui partent et ceux qui sont là. Mais moi, j'ai plutôt un sentiment mitigé. C'est vrai. Pourquoi? Si on quitte de nonagénaires et d'octogénaires pour des gens relativement, des hexagénaires, relativement moins âgés, c'est un acquis. Mathématiquement, arithmétiquement, c'est une évidence que c'est quelque chose qui pourrait s'interpréter comme une bouffée d'oxygène. Mais alors, jusqu'à quel point? C'est ça le problème. Parce que techniquement, dans ce pays, lorsque vous avez passé 65 ans, on sait que vous êtes bon pour la casse. Hein? Vous avez beau avoir utilisé toute l'hygiène de vie possible, parce qu'il y a des gens très vigoureux à 65 ans, 70 ans, 75 ans même, parce qu'ils sont très disciplinés au niveau de leur vie. Exact. Mais toujours est-il que chez nous, c'est l'âge de la retraite. Donc, du coup, cette appréciation devient mitigée. Bien. Ceci dit, moi, je vois un jeu de chaises musicales. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je vois un jeu de chaises musicales. Les vice-présidents qu'on promeut, juste pour qu'ils prennent la place de ceux qu'on a déboutés. Et j'en suis encore à me demander comment ceux qui ont été déboutés, si on est sérieux, on peut rester aussi longtemps. Oui. Donc, moi, j'ai une analyse totalement mitigée de toute cette histoire. C'est l'histoire du RDPC. Parce que c'est des promotions, jeux de chaises musicales. Tu étais vice-président, bon, maintenant tu es président. Tu étais vice-président, de l'autre côté, tu es président. Bien, il y a une autre reconfiguration. Vous allez voir le chassé-croisé. Du côté du Sénat, on avait quelqu'un de l'Ouest, de la région de l'Ouest. Et là, finalement, on a pris l'Ouest à l'Assemblée. On a pris l'Ouest au Sénat. On envoie à l'Assemblée nationale. La première chambre. On a pris... avant, là, qui avait-il à la première chambre? C'était Cavaillé, c'était le Septentrion. On enlève là-bas et puis on retrouve quelqu'un maintenant à Aboubakari qui, lui, est de l'autre côté. Bien, on dit, écoutez... Sur le fait, Aboubakari devient le successeur constitutionnel. Père, d'ailleurs. On pourrait dire lecture. On appelle la transition, je sais pas moi quoi, la translation du pouvoir du côté du Septentrion. Mais non, sauf que l'ingénierie du moment, tant au niveau de ce que j'appelle les spin operations de com et de la factualité au niveau des actualités, nous démontre qu'on est en train de manœuvrer. Et Cyril le disait tout à l'heure, cette élasticité des mandats totalement illégitime de la représentation, mais qu'on rend de plus en plus élastique, parce qu'on est dans un tour de passe-passe où il faut faire passer quelque chose dont on sait que s'il faut objectivement consulter le peuple, ou alors insuffler une nouvelle dynamique de la représentation, cette manœuvre-là, le projet en question risque de ne pas passer. Donc, c'est simplement un jeu politicien. Nous sommes dans les mêmes configurations, excusez-moi. Je vois simplement des manœuvres qui permettent de perpétuer le pouvoir détenu par ceux qui sont là, cette gérontocratie qui a pris d'assaut, qui fait un siège sur le pouvoir. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je vois rien de nouveau. Merci Alain. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci Alain Douk, merci à vous chers panélistes pour cet arrêt. Vous voulez ajouter un mot rapidement terminer en disant que on ne peut pas reprocher à un système d'essayer de faire sa propre mieux. Le Sénat, ce sont des institutions centrales. On ne les confie pas à des mains inexpertes et inexpérimentées. Et c'est quand même
pas juste de penser que le président du Sénat est le futur dirigeant du pays. C'est pas comme ça. Il y a un maillage institutionnel. En cas de vacance du pouvoir, le président du Sénat actuel va prendre le pouvoir pendant un certain temps pour organiser des élections, alors pour organiser la transmission du pouvoir. Mais justement, ça c'est légitime pour un système d'essayer de s'organiser. S'organiser pour ne pas vaciller, parce que les lendemains de la dernière présidentielle ont failli nous plonger dans le feu. Et ces gens-là sont obligés de s'organiser rapidement pour ne pas tomber. C'est légitime. Si j'étais de leur système, je fonctionnerais pareil. Même vous. Qu'est-ce qui calibre, je veux comprendre un tout petit peu. Qu'est-ce qui calibre en fait les compétences là? C'est parce que forcément vous avez été longtemps vice-président que vous êtes compétent pour être président. C'est légitime pour un D'ailleurs, non, je veux qu'on soit sérieux objectivement. Organisez-vous. Quand on sait, oui. Dans la représentation, on a un grief même d'abord populaire contre ces gens parce qu'on ne sait pas trop. Comment ils sont arrivés là-bas? Non, c'est pas ils ont été élus. Comment ils sont arrivés là-bas? On ne sait pas trop ce qu'il faut. Ils sont été élus. Il faut qu'on soit clair. Déjà que sur la question du Sénat, je l'ai dit. Sur la question du Sénat, je l'ai dit. Dans 6 mois. Pour une démocratie telle que la nôtre, j'ai dit que la question du Sénat, vous chutez très rapidement, c'est pas le sujet à l'ordre du jour. Le Sénat est sujet à controverse, où nous l'avons copié. En France, on se pose la question de la pertinence et de la légitimité de cette deuxième chambre. Ici, chez nous, on veut voir cette sécrétion parlementaire, législative. On ne la voit pas. On parlait encore hier récemment, c'était encore récemment là, de leur engagement à véritablement légiférer dans les intérêts du peuple. Quand on constate qu'en réalité, ils ne sont qu'une caisse d'enregistrement. C'est prévu d'enregistrement du pouvoir exécutif. C'est à questionner. Et justement, il ne peut pas en être autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité obèse du pouvoir, d'une entité qui a pris le pouvoir en siège. Merci chers panélistes. Nous allons certainement revenir dans nos prochaines éditions. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Merci d'avoir participé à cet arrêt majeur. C'est ce point de la revue de presse de ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant de la dénonciation et ce sera après cette transition.